Bonjour, je suis désolé du retard et je suis désolé d'avoir manqué le début de la journée. En fait, je sors de consul, j'ai pas déjeuné, j'appelle votre empathie extrême. Vous ne me croirez pas, mais c'est vrai. Et ben donc d'abord, je voulais dire que j'étais très content de pouvoir participer sincèrement à cette journée de France Traumatisme Crânien. Et du coup, j'étais sensible, merci à votre invitation. Et je voulais essayer de parler. Alors, je ne sais pas exactement, Catherine, c'est pas exactement ça dont je vais parler. C'est pas. Je peux parler de ce que je veux. Non, mais c'est quand même lié au sujet qui nous réunit. Et je voulais vous parler en fait d'un article que j'ai publié en fait en début 2018 là, et qui vise en fait à réfléchir ensemble sur ce qu'on appelle l'état de conscience minimal, qui est un concept d'après moi à la fois extrêmement important et en même temps qui est souvent à l'origine de malentendus non moins importants. Et donc c'est un article qui vise non pas à détruire l'état de conscience minimal, mais à relire, à réinterroger et à livrer en fait, c'était le processus de plusieurs années de comment en fait moi je percevais à travers l'évaluation des patients qu'on fait, les données de la littérature, comment je me formulais à la fois l'intérêt et les difficultés à parler de l'état de conscience minimal. Alors on va voir, et tout marche bien. Donc je vais essayer donc de vous livrer un peu cette discussion et j'espère qu'on pourra en discuter précisément ensemble. En un mot, en gros, l'idée, c'est que je pense qu'à la fois il y a un progrès considérable dans le fait de savoir indépendantiser l'état de conscience minimal, et en même temps, il y a un gros problème dans le nom qu'on lui donne. Voilà. Donc moi, je serais plutôt pour garder l'approche, mais changer le nom. Et au lieu de changer le nom, c'est pas juste un exercice de nominalisme un peu sémantique, déconnecté de la réalité pratique. C'est que je pense que ça a des conséquences importantes dans la façon de laquelle on aborde les patients et dont on parle des patients. Voilà. Et à titre d'exemple, j'ai raté la présentation, toutes les présentations là d'aujourd'hui, mais je sais par exemple l'étude très récente de Jean-Jacques Lemaire, Anna Santémer sur la reprise de la DBS, que vous avez dû voir, cette étude qui a été présentée, j'imagine, ce matin. D'après moi, une des valeurs ajoutées importantes de cette étude, par rapport aux travaux par exemple, de Coadon, qui avait fait des travaux, il y a déjà, vous vous rendez compte, longtemps avant Nico Schiff, etc., mais c'est qu'on n'avait pas, d'après moi, encore une approche clinique suffisamment précise pour départager les patients et arriver à éventuellement isoler ceux qui pourraient en bénéficier. Donc pour plein de raisons, ce n'est pas juste du politiquement correct. Je suis très content qu'on ait connu cette approche, mais je pense qu'il y a un problème de fond. Voilà. Et c'est ça dont j'aimerais discuter avec vous sur cet aspect de conscience minimale. Alors très vite, là on est en terrain d'experts, donc je ne vais pas passer de temps là-dessus, mais comme souvent, à la fois en science, en réflexion en général, de poser des fondamentaux très clairs, très solides, même s'ils paraissent triviaux, je pense que ce n'est pas inutile. Donc moi, je pense que quand on examine un malade, notamment lorsqu'on fait un examen neurologique, on peut dire que l'examen neurologique, ça se résume par une approche à deux pieds, une sorte d'approche bipédique de la neurologie ou de l'examen clinique. La première approche étant ce qu'on peut appeler l'approche psychologique, au sens non pas psychologie clinique, soutien des familles, des patients, mais au sens... Ah, mais j'ai rien contre. C'est le même métier, mais c'est le même syndicat. Mais ce que je veux dire par là, c'est non, mais je n'avais pas de malentendu. Par contre, pour moi en tout cas, par contre, ce que j'entends ici vraiment, c'est en gros sonder la subjectivité de l'individu. On va essayer d'interroger un malade, et quand vous interrogez un malade, vous essayez de savoir, et c'est en fait, comme vous savez, la partie la plus dure de la clinique. Et je vous dis, je sors de consultation comme vous, etc. On sait bien, la partie la plus dure, c'est celle-là. C'est d'arriver à recevoir tout le vécu subjectif d'un patient et arriver à partir de ce vécu subjectif d'en construire une réflexion, un diagnostic, une approche du patient singularisée, etc. Et donc, typiquement, l'art, on pourrait dire, du recueil des faits subjectifs, c'est le plus difficile et c'est le plus riche. Un patient qui a mal à la tête, vous le savez tous, 45 minutes d'interrogatoire, ça vaut mieux qu'une IRM souvent parce qu'en fait, vous allez pouvoir déjà gagner beaucoup d'éléments si vous savez le faire et si vous passez le temps à distinguer une algie vasculaire de la face, une hémorragie méningée, etc. Toutes les étiologies. Voilà. Donc, c'est un point fondamental dans l'approche clinique, c'est le plus dur à acquérir. Et puis, évidemment, il y a des pathologies qui se limitent à ça, c'est-à-dire des hallucinations. Si vous ne savez pas sonder la subjectivité du malade, vous n'aurez juste pas accès au problème. Et puis, inversement, les dissociations entre ce que vous voyez avec votre deuxième pied, qui est le pied comportemental, l'examen clinique comportemental, les réflexes, etc., quand vous voyez un mismatch entre les deux, une discordance, c'est précieux. Par exemple, la nosognosie. La nosognosie à un patient qui n'est pas conscient de son hémiplégie gauche que vous objectivez vous, c'est précieux de savoir qu'il n'en est pas conscient, ça participe de votre réflexion. Donc tout ça pour dire que quand un neurologue ou un clinicien, plus généralement, face à un patient, peut utiliser cette approche à deux jambes, recueil subjectif et recueil comportemental, c'est là qu'on peut travailler de manière optimale et c'est là qu'on travaille dans des bonnes conditions. Mais il y a des situations
où précisément on ne peut pas utiliser les deux jambes. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que quand on est face à des malades non communicants, alors avant tout c'est le patient qui a un problème, mais le clinicien a un autre type de problème, c'est qu'il ne peut plus utiliser par définition cette approche bipédique, ou en tout cas quand il essaye de le faire, il est mis en défaut, parce qu'il n'arrive pas à accéder à la subjectivité du malade. Un patient qui va vous dire « j'ai conscience d'être dans cet état, je perçois l'environnement, j'ai conscience de ce qui m'arrive, je suis ici, etc. » Et cette discordance, elle fait que vous basculez subitement dans ce qu'on peut appeler une neurologie unijambiste. Vous n'avez plus qu'une seule jambe, c'est la jambe comportementale. L'examen clinique fin, etc., très précieux des patients. Voilà. Et cette approche-là, en réalité, elle nous impose du coup aussi une limite, c'est que tout ce qu'on ne pourra dire par l'examen clinique chez des malades non communicants, tant que l'examen clinique nous conduit à rester dans ce cadre d'examen non communicant, ça sera uniquement l'analyse de données comportementales. Comportementales au sens comportemental qui ne sont pas le support, le vecteur d'une pensée qui s'exprime par un comportement. À tel point, vous le savez parfaitement, on prend la CRS, la CRSR, la version révisée de la CRS. Dès qu'avec un patient, vous avez accès à une communication fonctionnelle, il n'est plus en état de conscience minimale par définition. Pourquoi il n'est plus? Parce qu'on a une communication, donc on n'est plus dans un cadre de patient non communicant, donc on bascule dans exit MCS, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, autrement dit, même un patient qui est MCS+, on pourra en discuter, eh bien, on n'a pas accès, on n'a pas une communication fonctionnelle qui nous permette d'accéder de manière fiable et certaine au vécu subjectif du malade. Voilà. Alors ça, c'est le point de départ de cette réflexion, c'est de se dire, quand on est avec ces patients, on est en clinicien unijambiste. Et si à un moment donné, on arrive par la clinique à faire mieux, ben on sort de ce statut et on récupère un accueil à une subjectivité avec par ailleurs une aphasie, des troubles cognitifs, un syndrome frontal ou autre chose, mais en tout cas, travailler avec les malades non communicants, c'est travailler avec des patients chez lesquels on a uniquement cette approche. Et évidemment, cette approche, elle est très précieuse. Je l'ai dit rapidement, vous le savez bien, je vais aller très vite. Si on reprend l'approche qui avait été proposée initialement sur le graphe de Stephen Lorais, par exemple, notre collègue à Liège, évidemment, vous avez des dissociations entre l'état d'éveil et l'état de conscience, le coma, le sommeil profond, l'anesthésie générale, et vous avez des dissociations. Et la dissociation qui avait été, initialement même par les travaux de Plum et tous les autres, on peut être éveillé comportementalement et avoir un éveil comportemental, ouvrir les yeux sans stimulation, mais sans avoir d'éléments qui nous laissent penser que le patient a une conscience de lui-même ou de l'environnement. Je laisse entre parenthèses, vous l'aurez vu, la définition précise de la conscience. On peut la reprendre et en discuter. D'ailleurs, on n'est pas tous d'accord, donc ça tombe bien. Mais ça soulève encore plus l'importance de savoir de quoi on parle quand on utilise l'adjectif de conscient ou de minimalement conscient, qui, d'après moi, est très ambivalent, ou en tout cas qui n'est pas du tout univoque. Voilà. Et donc il y a cette élaboration, et vers 2002, comme vous le savez bien, la définition par le groupe de Giacino et ses collègues de l'état de conscience minimale. Et vraiment, je vous le dis, je trouve que c'est un progrès dans notre rapport aux patients de savoir exactement pourquoi c'est un progrès. On le sait notamment, il y a une étude très importante, le papier de neurologie du groupe de Jacques et Catherine sur le fait que les pronostics, le fait d'être MCS, ça a une valeur pronostique en termes de non seulement de survie, mais de handicap fonctionnel, de retour à la conscience. Donc ça fait la différence, toutes choses étant égales par ailleurs, de savoir où se situe un patient, en tenant compte évidemment aussi de l'étiologie, de tous les autres paramètres que vous savez. Mais en tout cas, il est clair que savoir distinguer un patient qui est VS d'un patient MCS, voire MCS+, c'est non seulement bien sur le plan diagnostique pour comprendre ce qui se passe, un peu mieux, mais c'est très important aussi à viser aussi pronostic. Donc, on est, je pense, tous d'accord sur le fait que c'est un progrès. Et d'ailleurs, avec Frédéric Faugeras, on avait récemment aussi fait une étude prospective, comme ça, sur un groupe de 70 patients à peu près, avec un diagnostic initial. C'est des patients qu'on suivait en ce qu'on appelle du semi-aigu. On nous appelle pour un diagnostic de conscience dans les 2 premiers mois d'une agression cérébrale, quelle qu'elle soit. Et puis, évidemment, en noir, vous avez la courbe de survie pour les patients végétatifs, en rouge pour les patients qui sont MCS. Et le point intéressant, c'est que surtout sur l'aspect de le retour à la conscience, eh bien, les patients VS, il y en avait très peu qui évoluaient en fait favorablement à 6 mois, alors qu'il y en avait beaucoup plus chez les MCS. Et même lorsqu'on conduisait l'analyse sur le sous-groupe des patients qui étaient tous survivants, pour ne pas être exposés au biais de prophéties autoréalisées de dire bah, il est VS, donc on va limiter un patient plus facilement que s'il est MCS, eh bien même quand on prenait les survivants, on voyait un effet significatif de différence de retour à la conscience. Bref, on est tous d'accord là-dessus, je pense. C'est important de savoir développer cette expertise comportementale de plus en plus fine, de plus en plus convergente entre les équipes. Alors, où est le problème? Le problème, pour moi, c'est ça. C'est qu'en fait, dans conscience minimale, il y a conscient. Et qu'une fois que je vous l'ai dit, une fois de plus, de manière très basique pour moi, je peux savoir qu'un sujet est conscient quand j'ai accès à son vécu subjectif.
Quand je n'ai pas accès à son vécu subjectif, c'est très difficile de pouvoir se dire je vais interpréter ses comportements de manière univoque quant à son vécu conscient. Et je vais vous le développer dans un instant. Une des raisons qui, d'après moi, renforce la fragilité de cette interprétation, c'est qu'on a hérité d'une sorte de bagage neurologique qui a aussi ses avantages. Une histoire, la neurologie jacksonienne, verticale, hiérarchique, intégrée. En gros, tout ce qui est sous-cortical, c'est du non-conscient. Et quand vous êtes dans le cortex, vous êtes plus proche de la conscience. Le hic et le problème, c'est que ce qu'on sait depuis environ 30 ans, c'est qu'il y a énormément d'activités corticales et de processus corticaux et de comportements médiés par du cortex qui ne sont pas conscients. Qui ne sont pas conscients soit au sens où chez un individu conscient, on peut les observer en dehors d'une rapportabilité consciente. Le sujet fait des comportements dont il n'a pas conscience ou a des processus cognitifs corticaux dont il n'a pas conscience et pourtant qui existent. Ce qui veut dire que si on les objective, ça ne permettrait pas de manière univoque de dire que le sujet est conscient. Et pire même, on a des individus qui sont dans un état qu'on pourrait appeler de non-conscient au terme intransitif. Ça veut dire qu'ils n'ont pas conscience subjectivement de eux ou de l'environnement. Pensez par exemple aux crises partielles complexes, aux crises d'épilepsie frontale. Vous avez des patients qui vont être dans une durée heureusement assez limitée. Ils n'auront plus d'éléments de conscience de l'environnement ou d'eux-mêmes. Et pour autant, vous allez continuer à avoir des comportements corticaux complexes et même des activités cognitives assez élaborées. C'est tout ce que, en gros, les neurosciences cognitives de la conscience ont apporté depuis 30 ans. Voilà. Je vais revenir là-dessus rapidement. Autrement dit, vous voyez, ce qui me gêne ici, c'est qu'on dit minimalement conscient. Et d'ailleurs, je pense que quand on dit état de conscience minimal, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Qu'est-ce qui est minimal ? C'est vraiment la conscience des malades ? Ou bien c'est la stabilité de la conscience qui fluctue beaucoup ? Ou est-ce que c'est juste notre compréhension de leur SA et c'est notre compréhension qui est minimale ? Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en français, il n'y a pas ça en anglais, on peut voir comment les gens accordent conscience minimale, comment ils accordent l'adjectif. Et si vous faites attention, vous avez la moitié qui vont mettre minimal au masculin, c'est l'état qui est minimal, l'autre au féminin pour c'est la conscience qui est minimale. Donc il y a vraiment une sorte d'incertitude qui, d'après moi, est délétère. Alors on peut se dire, je suis en train de vous dire, c'est super la CRSR, de manière sincère, mais en même temps, le nom qu'on nous donne, il est très mauvais. Voilà. Alors, quelle est du coup la valeur ajoutée qui se traduit dans ce qu'on a vu dans le pronostic ? Eh bien, la valeur ajoutée, je vous prends ici l'échelle de la CRS. Et en fait, on peut prendre un exemple. On peut prendre par exemple, prenons par exemple la fonction auditive, voilà, tout en haut. Je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est assez gros. Eh bien, quand un patient a un sursaut au bruit, on va considérer que c'est un item, c'est une réaction comportemental, un sursaut au bruit. Mais on va considérer que cet item, il n'est pas suffisant pour dire MCS. On va dire le patient, il est VS. S'il a une localisation au son, je tourne vers un peu la source de stimulation sonore, vous mettez derrière lui, etc. Vous allez dire, c'est intéressant, il a un comportement un peu plus riche, mais ce n'est pas non plus suffisant pour dire MCS. Par contre, s'il a une réponse reproductible à la commande, alors là, vous dites, non, là, on est dans un item MCS. Vous voyez, donc sur ce petit schéma, tout ce qui est en vert, ce sont les items MCS, tout ce qui est en rouge, c'est les items VS. Et en fait, la réflexion que je me faisais à la lumière de tout ce que je vous ai dit en très empaqueté, parce que tout ça, ça se déploie sur des années de pratique, de réflexion, de lecture, c'est qu'en fait, quand on dit VS, on pointe vers des comportements dont on sait qu'ils peuvent être médiés par des régions qui sont sous-corticales. Donc le sursaut au bruit, ça va de soi, un réflexe dans le tronc cérébral. Mais même la localisation des sons, vous savez que dans le complexe Oliver, eh bien, on a des neurones, il y a un superbe modèle, très ancien, au début chez la chouette, ensuite chez l'homme. On a dans le complexe Oliver, vous savez, des sortes de détecteurs de coïncidence qui sont alimentés par des neurones qui viennent des deux oreilles. Et en fonction du délai en microsecondes entre les deux oreilles, l'arrivée du son, eh bien, sur ce modèle de complexe Oliver, le neurone qui va vraiment être synchronisé avec une arrivée simultanée des deux, c'est celui dont la distance va être compensée entre les oreilles par la distance dans le système nerveux. Autrement dit, on sait depuis longtemps, c'est un des très grands travaux, qu'on a dans le complexe Oliver de quoi faire pour détecter d'où ça vient un son dans l'espace. Autrement dit, quand un patient tourne un peu la tête, on ne peut pas affirmer que ce soit cortical. On peut expliquer ce comportement par du tronc cérébral. Et par contre, dès que vous avez l'item reproduction à la commande, là, il n'y a plus de discussion. On l'a vu tout à l'heure à l'instant avec les travaux d'Anna, etc., mais on le savait depuis longtemps. Eh bien, avoir une réponse à la commande verbale, là, il n'y a pas de discussion, vous avez besoin de cortex. Autrement dit, quand vous observez ce comportement chez un malade non communicant, d'après moi, on ne peut pas dire qu'il est conscient, qu'il est minimalement conscient, je crois qu'on ne peut pas le dire. Par contre, et c'est ça qui est dommage, parce qu'on loupe ça dans le nom, on peut affirmer avec certitude que le comportement du malade révèle la participation du cortex au comportement. Il y a des réseaux corticaux qui participent à son comportement. Et si vous prenez cette approche, en fait, vous réaliserez, je ne vais pas le faire là, mais je vous envoie vers l'article, qu'en fait, tous les items de cette échelle très hiérarchique, ils nous permettent non pas de dire est-ce que c'est conscient ou pas,
mais ils nous permettent de dire, est-ce que par le simple examen clinique, et c'est ça qui est beau, c'est le retour à la sémiologie, est-ce que par une sémiologie rigoureuse, et qu'on peut faire de manière identique dans toutes les villes, partout, si on a une échelle assez facile à faire, est-ce que l'examen clinique est suffisant pour affirmer avec certitude que les comportements du patient, certains d'entre eux, sont médiés par du cortex ou pas? Et moi, je crois que c'est ça ce que nous apporte la CRSR. C'est pas de nous dire il est conscient, il est inconscient, parce que vous le savez, quand vous êtes face à des patients qui ont un diagnostic à l'heure de but politiquement correct, du coup on fait le MCS-. Mais par exemple, défendre auprès d'une famille qu'un patient qui a une fixation visuelle, qui soit en MCS-, donc vous balancez l'adjectif conscient pour une simple fixation, avec aucun autre comportement élaboré, en fait, si vous vous interrogez, vous avez du mal, vous êtes peu convaincu que le patient, quand vous dites conscient, ça veut dire quelque chose de plus élaboré que ça. On peut en discuter. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que cette échelle, qui est remarquable d'après moi, c'est un atout précieux pour affirmer avec certitude, est-ce qu'il y a du cortex qui participe de manière manifeste, on ne parle pas de manifère, des choses qu'on peut trouver en ERP ou en IRM, est-ce que juste dans le comportement manifeste du malade, on a des indices d'un comportement qui utilise du cortex? Et évidemment, dire ça, ça veut dire, alors c'était le titre de l'article, c'est évidemment de jouer sur l'anglais et de proposer que l'acronyme, on l'inverse, c'est qu'en fait, plutôt que de dire minimally conscious state, on pourrait dire cortically mediated state. Donc je propose que le MCS soit remplacé par un CMS, ce qui veut dire qu'en fait, on n'en sait rien sur la conscience des gens, mais on peut affirmer avec certitude, 100% de certitude, il y a du cortex dans le comportement, ce qui n'est pas le cas, vous l'avez compris. Dans l'état végétatif, évidemment qu'on va trouver, en IRM, en EEG, on va trouver du cortex qui participe, mais dans le comportement, on n'en trouvera pas. Et c'est ça, d'après moi, la différence clinique entre les deux. Alors évidemment, dire les choses comme ça permet totalement de reformuler les choses et de reconsidérer ce qu'on entend par état corticalement médié. Alors, certains se disent, bon, c'est un peu spécieux, vous allez expliquer à une famille qu'est-ce que ça veut dire, hein, il est en CMS. Alors, première chose, quand vous avez une question très compliquée et très importante, est-ce qu'il est conscient ou pas? C'est pas parce que c'est compliqué et important que vous devez répondre de manière simpliste. Il faut juste être le plus près de la réalité. Et deuxièmement, je ne sais pas quelle est votre expérience. Bon, le vendredi, c'est une consultation que je fais de neurologie orientée neuropsychologie. C'est des gens conscients. C'est plutôt le mercredi et le jeudi que je vois des patients en doc, des patients en troubles de conscience. Eh bien, mon expérience dans les entretiens avec les familles, on fait beaucoup d'entretiens comme vous avec les familles, c'est que ce n'est pas compliqué d'expliquer à une famille. Voilà comment ça se passe. On ne sait pas très bien pour la conscience, mais voilà, il y a différents types de comportements. Et dans le système nerveux, il y a le cortex. Alors, plus il y a de cortex qui participe, plus il y a de chances que le sujet soit conscient ou proche, ou qu'il puisse récupérer de la conscience. Mais par contre, on ne peut pas vraiment l'affirmer parce qu'on sait que dans le cortex, il y a plein d'opérations du cortex qui existent également de manière non consciente. Je ne vais pas développer aujourd'hui pour ne pas prendre trop de temps, mais d'après moi, l'importance de ça et le fait de passer du temps à expliquer comment on fonctionne, je pense que c'est même éthiquement quelque chose de bien de pouvoir dire voilà ce qu'on peut dire sans entretenir quelque chose qui soit un peu ouvert aux interprétations parfois douloureuses. Hein. Je ne sais pas quelle est, on peut en discuter, votre expression. Par exemple, moi il m'est arrivé d'échanger avec même des journalistes anglais spécialisés dans l'analyse des médias, le retentissement des médias sur les neurosciences cognitives, sur les docs, depuis les travaux de Owen, etc., comment c'est reçu par la société, souvent de manière extrêmement difficile, même dans des grands journaux, on voit des simplifications où on voit que les gens ne comprennent pas. Et c'est normal qu'ils ne comprennent pas, parce que déjà, notre vocabulaire, il n'est pas extrêmement clair à cet égard. Deuxièmement, il y a aussi, d'après moi, le fait que parfois, ça pousse même, en réalité, ça pousse parfois même, vous voyez, à surinterpréter le niveau de conscience des malades. Alors on pourrait dire que c'est bien qu'on ait un biais à surestimer pour protéger les patients, d'accord? Donc évidemment, ce dont je suis en train de vous parler, c'est pas comment est-ce qu'on va décider par rapport à un patient, c'est quel est son état réellement quand on est en train de l'examiner, quand on l'aborde, quand on l'observe. Et d'une certaine manière, ça pousse presque un peu vous voyez, parfois à donner l'impression qu'un patient qui est en conscience minimale, je dirais presque, vous savez que pour l'état végétatif, il y a eu une discussion sur il faudrait changer le nom. Moi, je suis pas réactionnaire, hein, mais je trouve que c'est intéressant, le syndrome d'éveil non répondant, mais je trouve que ça ouvre beaucoup de problèmes, que ça résout pas tous les problèmes du tout. Donc, je suis pas convaincu. Et notamment parce que quand vous dites éveil non répondant, d'abord, c'est univoque, parce que c'est pas univoque, parce que ça veut dire quoi non répondant? Ces patients, ils présentent plein de réponses comportementales. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire en non répondant? Donc souvent, vous voyez des patients, ils ne comprennent pas, ils disent mais il est répondant, il bouge, il tourne la tête, etc. Et puis du coup, même en insistant sur l'aspect non répondant, moi j'ai observé que ça renforce souvent le biais qui est de se dire le problème de ce patient, de mon proche, c'est qu'en fait,
un peu comme un locked-in syndrome. Il est parfaitement conscient, mais il ne peut pas répondre. Mais il est là, en fait. Tout est là. Et du coup, je trouve que cette terminologie, on devrait, nous, se repencher tous sur ça, et que je ne trouve pas que ce soit satisfaisant. Il y a l'aspect péjoratif de végétatif, mais vous savez que végétatif, ce n'est pas pour les légumes, même si dans toutes les langues, on parle de légumes, c'est pour les fonctions végétatives. Il s'avère que c'est faux, parce qu'on sait depuis Plum et Posner que maintenant, il y a beaucoup de cortex qui participent, ce n'est pas la mort cérébrale. Donc le mot n'est pas bon. Ces patients, ils ne sont pas apaliques, ils n'ont pas de cortex, donc, la plupart d'entre eux. Donc le mot n'est pas bon, mais il faut faire attention à cet aspect de langage, pour nous, pour savoir comment on pense les choses, et comment on communique auprès des patients, et des familles, et des gens un peu plus lointains, et de la société en général. Voilà. Alors j'ai presque terminé, je voulais du coup vous dire que voilà, du coup, moi dans ma tête, alors je continue comme vous à écrire MCS, je vais pas jouer, c'est pas un combat de Don Quichotte, c'est pas de dire changer la classification, ou dès que je reçois un article, changez, mettez CMS, comme on peut pas parfois le voir pour UWS, mais moi je suis ouvert aux classifications, simplement conceptuellement en tout cas, même si j'écris MCS, dans ma tête c'est pas MCS, c'est CMS en fait, qu'est-ce que ça veut dire en fait, et que surtout, une fois que vous comprenez ça, et que vous vous dites donc, la seule chose que peut me permettre la clinique chez les malades non communicants, c'est de me dire, est-ce que c'est cortical ou pas? Et plus c'est cortical, plus il y a des chances qu'il y ait un pronostic qui soit positif, comme on sait. Du coup, ça veut dire autre chose, et c'est d'après moi la conséquence la plus importante. Ça veut dire qu'on est arrivé à une étape où on a besoin, pour avoir les deux jambes de clinicien chez ces malades, de faire autre chose que de la clinique. Il faut faire cette clinique très raffinée, mais il faut la compléter par des explorations type IRM fonctionnel, PET scan, potentiel évoqué cognitif, tout ce qui est en train de se développer dans beaucoup de laboratoires. Et ça, c'est essentiel parce que c'est uniquement ces outils-là qui vont nous permettre de pouvoir nous prononcer de manière moins hésitante sur le statut de ces patients. Voilà. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, je vais passer plus tôt, mais typiquement, même le travail c'est un des plus beaux travaux, je trouve, de l'équipe de Liège, très ancien, mais qui montrait qu'on peut avoir chez des patients végétatifs en PET scan de l'activité du métabolisme cortical. Mais simplement, donc c'est pas qu'il n'y a plus d'activité corticale, mais c'est qu'il manque une connectivité fonctionnelle entre les régions à longue distance, comme plusieurs modèles le proposent, comme le modèle qu'on développe avec Stanislas Dehaene, le modèle de l'espace de travail global, par exemple, mais il y en a d'autres. Donc tout ça, on l'a dit. Donc ça veut dire qu'on ressort de là avec le fait qu'il y a un effort de pédagogie à faire, d'expliquer aux familles surtout où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que ça veut dire les mots qu'on utilise, voilà. C'est les principes que j'ai exposés, je ne vais pas les reprendre. Et du coup, ça veut dire qu'on a besoin aussi d'introduire de la neuroimagerie fonctionnelle au sens large. Électrophysiologie, pour moi, ça rentre dans neuroimagerie fonctionnelle, c'est l'activité du système nerveux, quoi, pour sonder un peu le niveau de conscience en complémentaire de la clinique, et d'une clinique qui est fine, qu'on est celle qu'on a exposée. Alors, il y a différentes façons. On peut essayer d'inférer l'état de conscience. Est-ce qu'un sujet est dans un état conscient ou pas, avec de l'IRMF, avec du PET, avec de l'EEG, comme on le fait beaucoup, ou avec les méthodes de TMS-EEG, qui sont des études extrêmement élégantes, de nos collègues italiens. Il y a aussi le fait de pouvoir inférer le contenu conscient d'un individu, par exemple les tâches d'imagerie active, initialement, la tâche historique de Owen en IRMF. Est-ce qu'on peut arriver à communiquer un peu en voyant si on peut avoir un code de communication sur l'utilisation volontaire de réseaux de communication? Je pense me promener dans ma maison, je pense jouer au tennis ou autre chose pour une activité sportive plus générale. C'était utilisé aussi à New York par le groupe de Nico Schiff, etc. Et puis on peut aussi sonder le contenu conscience comme on l'a fait avec ce test local global qu'on avait mis au point avec Tristan Beckenstein, qui permet de savoir si un sujet prend conscience de la violation d'un type de régularité auditive. Et l'idée de notre approche, c'est de dire, si j'ai un marqueur très spécifique, mais peu sensible, très peu sensible, mais très spécifique, du fait que le sujet a pris conscience d'un contenu particulier, ça veut dire qu'il est conscient. Si on accepte comme définition de la conscience que être conscient, c'est être capable de se rapporter certains contenus subjectifs, mentaux, quels qu'ils soient, perceptifs, moteurs, tout ce qu'on veut. Voilà. Et donc ça veut dire que là, on pourrait commencer à essayer aussi de rétablir une sorte de communication fonctionnelle avec aussi toutes les pistes thérapeutiques innovantes. Une fois de plus, le DBS, le nerf vague à Lyon qui est avec tous les potentiels très importants, la TDCS que Bertrand a dû vous présenter tout à l'heure, et d'autres approches, la pharmacologie, et il y a plein d'autres choses. On voit quasiment tous les jours des nouvelles pistes potentielles. Donc on rentre aussi dans une étape où peut-être sur les aspects thérapeutiques, on va commencer à avoir d'autres atouts à utiliser. Et dernière chose, c'est qu'il faut aussi du coup évoluer vers une nouvelle classification. Alors dans cet article, il doit me rester 2 minutes. L'idée, c'était de se dire, donc si vraiment c'est ça, et qu'on doit combiner la clinique avec l'imagerie pour arriver à avoir un diagnostic plus précis et une approche bipédale, ça veut dire qu'il faut changer aussi nos classifications.
Et donc j'en proposais une, mais une fois de plus, c'est comme l'acronyme. L'acronyme MCS, CMS, c'est non pas pour le jeu, mais c'est pour le concept que je le propose. C'est pas pour changer les appellations. Et pour la terminologie, c'est la même chose. C'est que je me suis livré tout seul à l'exercice en proposant une sorte de sketch de ce que pourrait être une classification comme ça. Mais je pense qu'on est au bon moment pour arriver à se lancer collectivement dans cette réflexion. Au passage, ça permettait de me venger un peu de la frustration. Vous savez, quand vous préparez l'internat, vous devez apprendre des classifications imbitables avec des 2A dans tous les sens. Donc j'en ai pondu une pour me venger, mais personne ne doit l'apprendre. L'idée, par contre, c'était de se dire, eh bien maintenant, on a besoin, lorsqu'on veut définir un état clinique, on a besoin de savoir sur la base de quelle source d'évidence notre diagnostic a été établi. Est-ce que c'est uniquement sur une évidence clinique, sémiologique et comportementale, ou est-ce que c'est uniquement sur une approche qui utilise de l'imagerie cérébrale fonctionnelle au sens large, ou est-ce que c'est sur une approche mixte, à la fois les deux? Et donc j'imaginais qu'on pouvait faire une sorte de tableau ou de classification qui aille des états dont on soit le plus certain qu'ils sont inconscients. Prenons par exemple un état de coma qui soit à la fois garanti par le comportement et par l'imagerie. En clinique, ça veut dire vous auriez le score de Glasgow et un EEG typique de coma. Je prends un exemple, ou d'autres. On peut faire plus, mais voilà un état où on se dirait là, on n'a pas tellement de doute. On sait que le patient n'est pas conscient. Il est cliniquement et électrophysiologiquement dans un état qui nous paraît être du coma. Voilà. Et puis, on aurait progressivement des états, comme par exemple, vous avez un patient qui cliniquement est dans le coma, mais vous n'avez pas d'exploration encore. Donc, il y a parfois, c'est très rare, mais on connaît tous des diagnostics différentiels, de tableaux, on a tous vu des tableaux, même si c'est très rare, même parfois des tableaux de conversion avec un EEG de veille parfait, un alpha postérieur qui est réactif, avec une présentation clinique pourtant qui est parfois, dans toutes les réanimations de CHU, vous en avez un ou deux tous les 2 ans qui est intubé, etc. Et le patient n'est pas du tout dans le coma. C'est rare, mais ça existe. Donc là, on aurait un tableau, voilà, on pense qu'il est dans le coma, très certainement on ne se trompe pas, mais on n'oublie pas dans cet état, du coup, 1B de la classification, que c'est un coma uniquement clinique, on n'a pas de données. Et puis, vous voyez, l'idée c'est qu'on progresse vers les états dont on est le plus certainement conscient, dont on est le plus certain qu'il soit conscient. Donc vous auriez depuis le coma validé des 2 aspects, jusqu'à un état conscient, et un état qui est comportementalement conscient, communiquer avec le patient, etc. Et du coup, vous auriez surtout entre ces 2 états extrêmes, les états les plus difficiles, ceux qu'on rencontre tout le temps, et on pourrait du coup avoir aussi une case aménagée. Par exemple, un état comme ces patients-là, ça veut dire un patient qui, en fait, cliniquement, on n'a pas d'indice pour penser qu'il est MCS, mais c'est uniquement sur l'imagerie cérébrale fonctionnelle qu'on découvre, comme le cas de Owen, par exemple, initial, et beaucoup d'autres qu'on a tous vus, des patients qui cliniquement nous semblent VS, mais en fait, on voit dans l'imagerie cérébrale fonctionnelle, dans l'électrophysiologie, des réponses corticales dont on peut affirmer qu'ils ne peuvent pas être expliquées uniquement par du tronc cérébral et qu'on pense même qu'il y a un aspect volitionnel. Donc on aurait ici une case de dire, voilà, il y a des patients qui sont CMS uniquement sur la base de l'imagerie. Ça serait un peu le CMD de Nico Schiff, la dissociation cognitivo-motrice. Dans cette case-là, c'est un peu la même idée. Mais en tout cas, on a besoin d'aménager une case pour ces patients qui existent. Et puis, progressivement, vous avez aussi des patients qui ont parfois, on commence à voir ça, des patients dont l'état de conscience ne peut être affirmé que par l'imagerie, pas par la clinique. D'accord ? Et on a de plus en plus, il y a les méthodes évidemment de TMS-EEG, il y a la communication fonctionnelle, et plus récemment avec Benjamin Rowe, avec Bertrand et d'autres collègues, on a pu par exemple sur un patient avoir vraiment la quasi-certitude qu'il était conscient dans un tableau de super loctine extrêmement complet, toutes les modalités essentielles, et on avait des réponses corticales, électrophysiologiques qui nous permettaient de se dire il a vraiment tous les stigmates, tous les index de ce qu'on observe uniquement chez les gens conscients. Donc on peut aussi commencer à avoir ces cases-là qui sont les difficiles, où c'est vraiment uniquement l'imagerie qui va nous aider, mais il faut qu'on soit conscient du fait qu'il n'y a que l'imagerie. Et enfin, le dernier point de cette classification consiste à dire on donne la priorité à la clinique, évidemment. À chaque fois, c'est la clinique qui prime. Ça veut dire que dès que vous avez, vous voyez, le stade 4B ici, c'est pas conscient par la clinique plus l'imagerie. Si la clinique vous permet de dire qu'il est conscient, on s'en fiche de l'imagerie pour la conscience. Pourquoi ? À la fois parce que c'est notre gold standard, la clinique, c'est ce dont on parle, c'est la psychologie auquel on a accès, pour l'instant, par le comportement. Donc c'est normal que l'approche clinique prédomine. Et puis il y a aussi une approche très pragmatique. C'est que si vous imaginez, vous avez dû tous vous faire cette même réflexion, quand en 2006, il y a eu cette publication importante de Owen et d'autres, immédiatement, et les auteurs eux-mêmes se disaient ça, il y a quelque chose de dramatique. Vous arrivez à vous rendre compte que le sujet est conscient par l'IRM fonctionnel. Mais une fois qu'elle sort de l'IRM fonctionnel, qu'est-ce que vous faites ? Il n'y a pas de canal de communication. Il n'y a pas nécessairement d'expertise, de technologie pour le faire. Donc il y a aussi la priorité de la clinique à la fois sur le fond, sur le gold standard clinique, mais aussi parce qu'en pratique, une fois qu'un patient est cliniquement conscient, ça veut dire que n'importe qui peut interagir avec lui.
de manière communication fonctionnelle, alors que si vous avez besoin d'un EEG quantifié, compliqué, qui se fait que dans 2 villes, ou une IRM fonctionnelle, eh bien, ça va être dans un temps limité, dans des conditions limitées, avec un répertoire de gens limité pour interagir avec lui. Donc voilà pourquoi je trouvais que ça pouvait être intéressant de se poser ces questions. Et une fois de plus, moi, le point de départ, c'était ça, c'était ce malaise intérieur de se dire, la CRSR, c'est super, mais il y a un problème, voilà, à cause de la terminologie du minimalement conscient. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et à nouveau, excusez-moi, j'aurais tellement voulu écouter tout le reste de la journée, mais peut-être en déjeunant. Merci Lionel. Merci à vous. Alors, bon, tu aurais voulu écouter tout ce qui a été dit, mais je te félicite, tu as très bien utilisé la stratégie du désir. Là, on t'a attendu, Et de ce côté-là, on peut te remercier. Alors, j'avais 3 choses. Bon, je vais lancer la discussion, mais pour laisser aux uns et aux autres le temps de formuler leurs questions, parce que je voudrais te dire 3 choses. D'abord, la première, c'est que vraiment, tu nous as dit beaucoup de choses. Donc, si on veut poser une question, il faut un petit peu décanter. La deuxième, c'est très intéressant. J'ai lu ton papier très attentivement. C'est au niveau du mouvement des idées. Finalement, dans la spécialité de neurologie et dans un sous-produit de la neurologie sur dit par l'épilepsie, ça a été la démarche inverse. Pendant longtemps, ça a été localisateur, c'était cortical, c'était sous-cortical. Et puis, quand on s'est rendu compte, par les examens complémentaires précisément, que ça se passait peut-être ailleurs, on est devenu phénoménologique descriptif. Et là, dans ta description, je suis alors d'accord avec toi que état de conscience minimal, c'est une interprétation. Donc, on n'est pas d'accord, c'est une interprétation, mais et tu passes directement à cortical ou pas cortical. Moi, je trouve que la période intermédiaire qui est descriptive, il faudrait peut-être l'affiner, mais pas si... Bon, éveil non communicant, ça, cliniquement, on comprend ce qu'on veut dire. Enfin, j'aimerais t'entendre répondre là-dessus. Et puis la troisième chose, c'est que j'étais contente de te voir quand en introduction, dans le moment de conversation, tu as rappelé la présentation de Jean-Jacques Lemaire et j'ai été très surprise que tu cites les travaux de Cohédon parce que c'est quand même des travaux anciens et je suis contente de voir que tu n'hésites pas à oui, heureusement. Parler. Alors, puisque tu refuses pas le sens de l'histoire, ça me permet de rappeler quand même, et ça va dans ton sens, que les premiers enregistrements quand même électrophysiologiques des états végétatifs et des états qui ne s'appelaient pas minimal et autre chose, c'est quand même Michel Jouvet. Michel Jouvet, c'est les années... Bon, j'en parle parce que je connais ses travaux, c'est mon maître de thèse. Donc, c'était... il a publié quand même, il y a un papier qui est de 1961. C'est très intéressant parce qu'il enregistrait... Bon, j'étais encore au lycée, en 61, ma thèse après, je te rassure tout de suite quand même. Mais je relisais son papier, enfin que je connais bien, il a enregistré des états végétatifs avec les termes de l'époque, mais sous l'angle, il se passionnait de sommeil, et il en arrive à décrire des cas où il y a végétatif et puis un autre minimal et autre chose. Et à partir de les enregistrements prolongés de sommeil, et très précisément, il insiste sur les connexions, donc il partait de ses travaux chez le chat, il insiste beaucoup sur les connexions et disconnexions, et on comprend dans son papier qui est écrit, avec la terminologie un petit peu, qu'il y a le végétatif, il dit c'est comme le cerveau rhombencéphalique, c'est comme le chat rhombencéphalique qui n'a pas d'activation corticale, alors qu'il y a d'autres patients qui sont différents. Alors là, c'est basé donc sur du sommeil, sur la recherche de sommeil, effectivement des patients qui ont 2 stades, et il attache une importance capitale aux ondes lentes, à la présence d'ondes lentes. Donc il dit donc il y a une activation corticale, il voit même des spindles de sommeil. Donc bon, c'est un papier français, donc c'est pas très chic à citer, mais c'est quand même c'est intéressant de voir que l'archéoneurologie a aussi son intérêt, surtout quand elle est en concordance avec la neurophysiologie la plus moderne. Je te remercie pour tous ces points parce que je suis complètement d'accord sur les 3, sur notamment le dernier point et les autres beaucoup aussi. Rapidement, d'abord, même le sommeil. Prenons le sommeil. Ça, il est certain qu'il y a une avenue très importante à explorer, qui est le sommeil chez ces patients.
certains ont commencé, j'avais été à une thèse à Liège il y a plusieurs années déjà, de Cologan, et puis on a un collègue aussi autrichien très performant qui travaille sur cette thématique, mais je pense que ça devrait être généralisé. Nous, on commence à faire quelques enregistrements de sommeil, et par exemple, quand vous trouvez du sommeil paradoxal chez un patient MCS, eh bien, vous commencez à avoir plus d'arguments pour se dire, ah oui, donc c'est vraiment un état cortical, mais non seulement cortical, mais on a même un processus aussi complexe du sommeil paradoxal, etc. Donc, il y a un aspect, même sur l'aspect post-Jouvet, je trouve que explorer le sommeil chez ces patients, on devrait le faire plus souvent, et c'est pas le plus compliqué en plus à faire. Exactement. Alors, ça, c'est un point. Deuxième, c'est que, effectivement, tu as raison, et je me faisais aussi la réflexion, d'avoir une impression de mouvement presque back to un aspect très hiérarchique. Tout à fait. Mais ce que je vous disais, c'est que c'est pas que la conception qu'on a, elle soit nécessairement hiérarchique, mais c'est que les données de l'examen clinique, je pense que leur valeur, c'est ça. Je pense que vraiment leur valeur. Et d'ailleurs, en fait, pendant la publication de cet article, j'ai eu 3 reviewers qui étaient extrêmement, qui m'ont vraiment aidé à améliorer aussi l'article. Et un d'entre eux confirmait le fait que l'approche de la CRS, elle est très hiérarchique. Elle est intrinsèquement hiérarchique. Elle est très jacksonienne, quoi. Elle est la classification des points, on va donner de plus en plus de points quand on a ces points, et qu'en général, quand on a les réponses hautes, en général, on a celles d'en dessous, etc. Donc il y a un aspect très hiérarchique dans l'échelle elle-même. Et du coup, je trouve que d'arriver à revenir vers cet aspect qui peut paraître un peu suranné, ça met un peu les pendules à l'heure, en train de se dire, voilà, l'examen clinique me permet, qu'est-ce qui me permet de faire avec certitude? Et par exemple, moi j'adore la phénoménologie. En fait, la psychologie de la conscience, c'est étudier cet aspect subjectif. Mais je pense que quand on les utilise, on peut les croiser avec des choses qui restent très solides, très simples. Parce qu'évidemment, sinon, à l'autre extrémité, c'est qu'on dit, on met les mots qu'on veut, sur ce qu'on veut, et en fin de compte, on reste dans une sorte de flou qui fait pas tellement avancer les choses, ni pour les familles, ni pour les patients, ni pour... Donc je suis d'accord avec toi, mais je crois que ça révèle plutôt cet aspect... De traduire un peu, de dire vraiment, non pas le roi est nu, mais de dire qu'est-ce que je sais quand je fais la CRSR. Et ce que je dis, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais quand moi, ça m'a pris du temps à m'en rendre compte, et quand je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, c'est extrêmement clair. Non, mais d'accord que on est descriptif, mais que les examens, c'est pas nous qui allons le lier, apportent beaucoup de choses, et que c'est difficile d'évaluer ces patients sans faire des évaluations. Exactement. Je pense qu'il faut les évaluer, et on commence à le faire. Évidemment, à Lyon depuis longtemps, nous on le fait aussi, il y a d'autres centres, Einstein, à Toulouse et à Marseille, quoi. Et je crois qu'il y a, et on réfléchissait avec Jacques, qu'il faudrait structurer aussi un peu ça, pas d'un aspect corporatiste, mais d'un aspect juste de proposer, un peu comme ce qu'il y a dans les autres pathologies, des évaluations de premier niveau, deuxième niveau, de réfléchir à un mode d'organisation un peu plus... là, pour l'instant, c'est des gens, vous écrivez un mail ou vous téléphonez, et vous le faites, évidemment, et vous y allez, quoi. Mais d'arriver à structurer peut-être mieux, c'est peut-être le moment. Bien sûr. Alors, maintenant, vous avez eu le temps de... Allez-y, Jean-Jacques Lebert. Non ? Il y a Karine qui a le micro, puis après Jean-Jacques. Merci beaucoup. Ça faisait du bien parce que, effectivement, il y a actuellement dans les discussions, aussi dans les task force qu'on mène de la EAN, le moment qu'on dit il y a une échelle qui dichotomise et qui fait des cut-offs, on est plus scientifique. Et ça, c'est dommage. Mais de l'autre côté, d'abandonner toute échelle ou instrument d'évaluation clinique, ça nous met au flou, c'est aussi dommage. Mais il y a un entre-deux. Alors, pour ça, c'est juste fantastique ce que vous avez présenté. Vous pourriez juste allumer votre dernier dia. Oui, bien sûr. J'ai 2 questions. Le premier, on utilise tout le temps cette classification comme diagnostic. Oui. Et si on est au fond un neurologue, c'est pas un diagnostic. Un coma éthylique, ça c'est un diagnostic. Et là, j'ai beaucoup apprécié parce qu'au fond, vous dites state name. Oui, exactement. Si on peut se retrouver déjà aussi dans les task force là-dessus, c'est une révolution. Le deuxième, cependant, je pense, où on peut faire encore un état de plus. Quand vous avez le 4B ou le 4A, j'ai présenté ce matin, et c'est ce qu'on va encore discuter ultérieurement, quand on a le state name état conscience, on n'a pas la possibilité de faire une fonction IRM fonctionnelle parce que soit il n'y a pas de commande verbale ou le patient est trop agité. Il y a absolument le behavior, ce que vous avez expliqué avant. Et c'est là juste, je pense, on pourrait faire cette étape supplémentaire de bien décrire d'une manière consensuelle cette évaluation du behavior
complémentaire à l'échelle Common Recovery, qui, dans l'exemple du mutisme magnétique, valorise uniquement la répétition. Et on sait très bien, si un patient a un syndrome frontal, la persévération va déjà faire que le patient tombe entre les mailles. C'est pour ça qu'on on propose cette Motor Behavior Tool, il y en a d'autres. Mais je pense exactement là, il faudrait mettre dans le type d'exemple CRS plus un instrument du Motor Behavior. Ou la WIM ou autre. Mais là, on devra tous ensemble, et il n'y en a pas beaucoup dans ce domaine, trouver un consensus pour préciser CRS+. CRS, je suis d'accord avec vous, elle est précieuse, elle est propre, mais un complément, ça serait... Merci beaucoup, Karine, je suis totalement d'accord. Et que la CRSR, pour moi, c'est un départ, c'est pas du tout une arrivée, c'est juste un départ, mais je dirais qu'elle a eu le mérite. Et c'est ça, pour moi, l'aspect très... que je trouve assez dingue, d'ailleurs, c'est qu'à la fois, c'est une optimisation de la durée d'évaluation. C'est-à-dire qu'en fin de compte... alors évidemment, à la phase ultra aiguë, dans un stroke unit ou en réa, dire il faut mettre 30 minutes ou 40 minutes, ça peut paraître démesuré, mais c'est pas une semaine, c'est pas 4 heures, c'est pas non plus d'être un psychologue comportementaliste très expert. On peut former à la CRSR, on peut se former assez facilement, et du coup c'est devenu assez vite une échelle où quand on a un travail ou un article ou quelque chose qui vient, ou une communication sur un patient qui vient d'une équipe donnée, dont on sait que c'est une équipe sérieuse, on est immédiatement en confiance sur ce que veut dire l'échelle. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que, en fait, on a besoin de développer encore cette sémiologie. Et je suis sûr que, par exemple, on pourrait aller plus loin dans la sémiologie. Par exemple, en reprenant, moi je pensais même aux travaux de Catherine initialement sur la mismatch negativity. Mismatch negativity versus est-ce qu'il y a de la P3 dans un paradigme auditif. Moi je me demande souvent, avec Bertrand on essaye de voir ça, j'ai l'impression que chez les patients les plus VS, quand il y a un sursaut au bruit, il est hyper inépuisable. C'est-à-dire qu'on peut le faire 40 fois et on va avoir un aspect inépuisable qui serait un peu, on pourrait dire, est-ce que ça pourrait être un comportement lié à la MMN? Une MMN qui a une petite mémoire, donc elle se répète à l'identique, elle n'est pas affectée par la répétition, on peut le répéter. Je donne cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et là où je vous rejoins, c'est que je pense qu'on peut développer, on peut continuer en partant de là à faire une sémiologie contemporaine, mais bâtie sur des choses dont on aura la contrepartie cérébrale plus fine. Et peut-être un dernier point, c'est que dans l'échelle actuelle, je vous ai dit, l'orientation vers le son, vers la source sonore, par exemple auditive, on considère que ce n'est pas un item MCS. D'après moi, on fait ça parce qu'on sait que le tronc cérébral peut le faire, mais quand on filme des malades et quand on les examine, on voit bien des types d'orientation différents. Entre une orientation vraiment réflexe ou une orientation qui va être beaucoup plus lente, coordonnée, eh bien, on a parfois des éléments pour se dire on pourrait faire une sémiologie. Est-ce que l'orientation elle est plutôt corticale, volontaire, pas volontaire? Donc je vous suis totalement sur le fait que c'est un point de départ. Et évidemment, dans la classification qu'on doit faire, il faut utiliser aussi des mesures plus fines totalement. Ouais, pour aller plus. Alors je peux que renforcer ton souhait de faire de l'abdomen parce que c'est un examen très robuste qui ne demande pas de participation du patient. Et c'est le premier niveau de traitement cognitif. Donc c'est une étape qu'il ne faut pas oublier. Ah non, mais ça a été, je trouve, pour l'électrophysiologie, ça a été la première étape, je trouve. À cette époque. Ouais, c'est vrai, qui est toujours d'actualité, hein, mais je veux dire, la première chose qui a permis à avancer. Jean-Jacques. Alors merci beaucoup, c'est génial. J'aime bien que tu amènes le sujet, on va peut-être pouvoir discuter. Parce que tu amènes le sujet de la discussion, parce que c'est à mon avis assez important. On a vécu dans le domaine de la neurologie, neurochirurgie, de passage à la DBS. Et donc, pour moi, aujourd'hui, j'imagine assez mal le cortex fonctionner tout seul sans la partie profonde. Enfin, il n'y a pas du wireless, il y a du câblage, mais le câble, il est relié par il y a un corps neuronal qui est derrière tout ça. Donc, j'ai un tout petit peu de mal avec le concept de séparer le végétatif du cortical médiatique, parce que j'imagine assez mal un système neurovégétatif fonctionner sans le cortex. Et a fortiori, on a des végétatifs où il y a des cortex impliqués. Donc, moi, ce qui me va bien dans la réflexion, c'est, par contre, ça, c'est le fait que le cortex médie l'information. Enfin, ça nous rassure un peu, quelque part. Hein. Dans l'organisation du fonctionnement cérébral, c'est lui qui prend la décision finale, plutôt que le thalamus ou le pallidum, c'est plutôt rassurant. Mais est-ce que c'est à ce point trigger entre les 2 et les 3 ? Parce que dans la partie clinique, c'est ça qui me... Tu vois, dans l'échelle que tu as proposé, moi, je trouve ça très, très bien pour le fait d'inclure, de revenir à du basique, plutôt sur la fonction neuro, plutôt que sur l'impression clinique qu'on a. Mais il faut peut-être l'amener un petit peu plus loin, ramener que le végétatif au système des végétatifs qui est séparé du reste, enfin qui s'arrêterait au tronc cérébral. Ça a eu ses heures de gloire, mais quand même, on sait très bien que maintenant, il y a beaucoup de parties corticales qui interviennent.
Donc tu vois, et au travers de la DBS, on l'a vécu aussi, on voit aujourd'hui, moi je ne me suis pas posé la question, c'est une cortico sous corticale. Est-ce qu'il y a un endroit qui prend la décision? Il faut bien qu'il y ait un chef d'orchestre. A priori, on est d'accord, il y a un cortex quelque part. Mais ceci dit, on ne sait jamais. Un jour pour certaines choses. Mais peut-être dans le côté végétatif, tu vois, l'extraire donc par opposition, non-cortically mediated state. Bien sûr. Oui, et est-ce que ça ne serait pas un peu court quand même si on faisait ça, tu vois? Non, mais j'entends, je suis totalement d'accord. En fait, en 3 points rapides. Le premier, c'est que quand je fais ce distinguo, c'est non pas un distinguo qui veut dire que le cortex il fonctionne tout seul, mais c'est pour se dire qu'est-ce qu'on peut vraiment extraire de fiable et de solide de l'examen clinique. Et cet examen clinique, en fait, il est à la fois très riche, mais pauvre. C'est-à-dire, ce qu'il peut nous dire, c'est quand je vois ce comportement, si je dois mettre une flèche sur le système nerveux, qu'est-ce que je peux dire comme intégrité fonctionnelle du système nerveux? Et je pense que, du coup, je l'entends non pas en disant qu'un cortex tout seul suffit, évidemment pas. Et la DBS et tout le reste. Par exemple, on a un travail en cours avec Thomas Bloblom, qui est neurochirurgien à Necker, avec Athéna Demerti qui était postdoc. Thomas, on avait, je me souviens plus, on a été voir un patient à Necker, on voulait le scanner à Necker, un enfant, et donc du coup on les a vus, on a discuté avec eux, nos collègues, et il nous a raconté qu'il fait des hémisphérotomies. Moi je découvrais, je ne connais pas l'hémisphérotomie, et en gros qui a une intervention assez incroyable en neurochirurgie, quoi. Jean-Jacques, c'est son métier, moi ce n'est pas le mien, mais où vous déconnectez complètement un hémisphère du thalamus, dans les épilepsies sévères de l'enfance, etc. Et du coup, on a exploré un peu certains de ces patients. Et le premier qu'on a exploré, on a repris par exemple, donc il y a de l'activité corticale dans l'hémisphère déconnecté, mais vous pouvez vous dire comment fonctionne un hémisphère sans... C'est de la diffusion électrique de l'autre côté. Non, mais on l'a fait en IRM. Oui. Sans le thalamus. Et le point intéressant, c'est qu'on a pris par exemple un des classifiers de Athéna qu'elle a publié dans Brain sur est-ce qu'il y a une communication entre les régions auditives et visuelles. L'hémisphère non hémisphérotomisé, il est classifié comme conscient. Et l'hémisphère dans lequel on a du métabolisme, c'est pas qui, eh bien, il y a un métabolisme moins important, mais il y en a encore. Mais par contre, il est classifié sur le classifieur comme étant végétatif. Je veux dire, pour te dire, évidemment qu'un cortex tout seul, il ne sera pas conscient. Il y a besoin d'avoir les infrastructures inférieures pour ça. Donc pour le premier point. Et puis sur l'aspect classification, je suis totalement d'accord. Je veux dire, par exemple, je vous ai dit, pour moi, VS, c'est pas un bon mot. Parce qu'il y a du cortex souvent, pas chez tous, mais chez beaucoup de patients, ou bien il faudrait faire une dichotomie entre ces patients, et puis c'est pas que les fonctions végétatives qui sont préservées. Donc on est d'accord que VS c'est pas bon, mais UWS je pense pas que ce soit beaucoup mieux, et en plus il s'avère que les gens le connaissent pas, donc à part dans les journaux, mais sinon scientifiques. Oui. Moi je voulais poser une question à Lionel sur la terminologie française. Finalement qu'on aime bien, enfin que moi j'aime beaucoup, sur étape aussi relationnelle. À mon avis, c'est ça qui importe le plus aux familles et aux soignants. C'est le côté relationnel. Est-ce qu'on va pouvoir entrer en relation avec la personne ou pas? Et donc j'aimerais bien t'entendre sur la terminologie française, ce que tu en penses, parce que par rapport à la terminologie anglo-saxonne. Je dirais 2 choses. Je dirais qu'à la fois, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que le concept de possi relationnel, il me semble refléter une réalité plus proche de ce qu'on voit. Et en plus, il intègre aussi le fait que dans possi relationnel, on n'oublie pas qu'une fois de plus, c'est trivial de dire ça, mais qu'un cerveau tout seul, ça ne fait pas grand-chose. Un cerveau dans un corps, ça fait quelque chose. Mais ce qui compte, c'est la vie de relation avec les autres humains. Donc, possi relationnel, je trouve que c'est une très belle expression et qui ne trahit rien. Voilà, je pense. Mais la différence, c'est que je dirais qu'au moment où on utilisait cette expression, on n'avait pas encore convergé sur des outils suffisamment, comme on l'a dit, et comme on a limité avec Karine aussi la valeur, mais que néanmoins, ces outils, on n'avait pas un langage commun. Donc moi, il m'est arrivé, comme à vous tous, que de vous appeler pour possi relationnel pour des gens dont l'examen clinique vous semble végétatif, par exemple, etc. Donc on a besoin de 2 choses. On a besoin des mots pour nommer les catégories, nommer les états, mais on a aussi besoin d'outils qui nous définissent ces mots. Et que je dirais que la valeur ajoutée de la CRSR, c'est pas le vocable MCS, mais c'est par exemple un truc tout bête. C'est-à-dire chercher une poursuite visuelle avec un miroir chez un patient qui renvoie son regard. D'après moi, c'est la meilleure partie de la CRSR. C'est ce qui a popularisé et diffusé ça. Et que quand vous avez ça, dans cette vision-là, c'est quoi une poursuite visuelle? Un patient qui a qu'une poursuite visuelle, donc il serait MCS- aujourd'hui. Moi, je ne suis pas capable de vous dire s'il est conscient ou pas au sens subjectif. Par contre, je peux vous dire qu'il a au moins un réseau occipito-pariéto-préfrontal qui fonctionne, et ça, c'est riche de conséquences, vous voyez. Donc, je pense que possi relationnel, c'est bien. Et d'ailleurs, quand MCS est sorti, James Bernat, qui est américain, a dit, est-ce qu'on devrait plutôt parler de ça ou de gens qui sont minimally responsive, au sens de se rapprocher de ce concept un peu plus proche de possi relationnel.
Mais une fois de plus, je pense qu'il y a quand même un effort très important. Et on le voit aussi. Je pense qu'une des approches, c'était de se dire un effet de cliquet. C'est-à-dire, on va essayer de se donner le maximum pour sauver le malade. C'est un peu saving private. Il faut sauver le soldat du patient. Ça veut dire, dès qu'on observe quelque chose d'un peu riche, on va dire que c'est ça. Et par exemple, il y avait une tribune qui était, je ne sais pas si c'était dans le Figaro ou dans le Monde, dont certains d'entre vous êtes signataires, sur les patients post-relationnels, et où il y avait des éléments avec lesquels je me reconnaissais, et d'autres où je trouvais qu'il y avait un aspect avec lequel je n'étais pas nécessairement tout à fait d'accord, mais que je trouvais très intéressant. C'est qu'il y avait quasiment, en tout cas dans mon souvenir de la lecture, l'idée qu'en fait, on pourrait dire à l'extrême, l'état végétatif n'existe pas. Ceux avec quoi je ne serais pas d'accord, on peut en discuter. Mais on voit bien qu'il faut avoir un biais, et tous les patients, parce que par exemple, je suis neurologue, je vois ces patients, mais ce n'est pas moi qui prends en charge ces patients en chronique. Donc les soignants qui sont tous les jours avec ces patients, s'ils n'ont pas un minimum de biais en faveur du patient, à être capable d'aller trouver chez le patient des choses qu'on ne voit pas, et que souvent on finira par trouver d'ailleurs. Donc il faut qu'il y ait ce biais dans cette population clinique. Mais ce n'est pas pour autant que ce biais, qui a une vertu, on va dire, écologique, je ne pense pas que sur l'aspect théorique, il soit nécessairement exact. Mais par contre, je me souviens de cet article, je me dis, c'est intéressant, c'est presque un article qui disait « l'état végétatif n'existe pas ». Pas tout à fait, mais... François Tassot qui veut parler. Oui. Alors, ma question est un peu liée Perrine, et puis après François Tassot. Vas-y, Perrine. Non, vas-y. Non, vas-y. Allez-y. Non, mais du coup, oui. Ma question était un peu liée justement à cette question que vous évoquiez. À savoir que moi, ce qui m'interrogeait dans la CRS, c'est que j'en avais retenu les 2 items là, qui permettent la sortie de l'état post-relationnel, à savoir l'utilisation fonctionnelle de l'objet et la communication fonctionnelle. Et ces 2 items qui font qu'on reconnaît que le sujet a sa propre intention spontanée. Mais finalement, il y a aussi dans la CRS un item qui n'est pas coté comme une sortie de l'état post-relationnel, qui est la réponse à la commande, et qui part aussi d'une intentionnalité. Et c'est quelque chose qui m'interrogeait, donc je serais intéressée d'avoir votre avis là-dessus. Et notamment, du coup, est-ce qu'on ne teste pas plutôt la pragmatisme? Et c'est quelque chose qu'on voit aussi en appareillage, notamment dans les BCI, où on va avoir des réponses supérieures à la chance chez certains patients. Et par contre, et même des réponses à des questions simples de culture générale, ils peuvent répondre. Par contre, quand on les laisse s'exprimer en spontané, ils vont absolument rien faire, et du coup, ils ne sortent pas de cet état. Merci pour votre question. C'est un point évidemment cliniquement hyper important, je veux dire au sens où difficile. Juste quelques réflexions rapides. Premièrement, la raison d'après moi pour laquelle, moi je ne suis pas auteur de la CRSR comme vous savez, mais d'après moi la raison pour laquelle cet item-là, il ne suffit pas à parler de exit MCS, c'est que, d'ailleurs, j'étais reviewer du papier de 2006 de Owen, un des reviewers. Et en fait, je me souviens dans le processus, moi ce qui m'avait le plus marqué, c'était pas que quand on dit jouer au tennis, il y ait les régions SMA, etc. qui s'activent. Parce que là, on pouvait très bien se dire, et on a beaucoup d'arguments pour le dire, que si je vous donne une consigne, même si vous n'avez pas conscience de la consigne que je vous donne, ça peut déclencher un plan moteur, cortical, réflexe au sens non rapportable. Par exemple, en perception subliminale, si vous savez qu'une flèche veut dire qui pointe vers la droite, ça veut dire appui à droite, et à gauche, ça veut dire appui à gauche. Si on vous présente ce stimulus de manière subliminale dans des conditions dans lesquelles vous ne pouvez pas rapporter l'avoir vu, on peut néanmoins voir que non seulement le stimulus il est traité au niveau visuel, mais il est intégré par les consignes associées et vous activez le cortex moteur qui correspond, et même parfois un petit mouvement qu'on peut enregistrer. Autrement dit, le fait d'avoir une réponse à la commande sans communication fonctionnelle, d'après moi, ça veut dire quoi? Comme c'est une commande verbale, on a du cortex, on est CMS assez haut, d'où le CMS plus actuel, mais on n'a pas encore, par la clinique, suffisamment d'informations pour affirmer avec certitude qu'il y a une intentionnalité, comme vous disiez. Mais comme vous l'avez dit, s'il n'y en a pas, c'est soit par un défaut de motivation interne ou un aspect exécutif extrême qui fait qu'il y a quelque chose mais qu'on ne le voit pas, ou bien c'est parce que vraiment il n'y a pas. Et de ce point de vue-là, je reviens au papier de Science de 2006. Ce qui pour moi était décisif, c'est pas que quand on disait à la patiente joue au tennis, il y a la SMA et l'autre, il y a le réseau de navigation, c'était qu'on donne l'information, et c'est une des analyses que j'avais demandé qui avait été faite, c'est qu'en fait, l'activation, elle reste extrêmement tard, 30 secondes après que vous ayez entendu la consigne verbale, et dans tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les traitements inconscients corticaux, ils ont pour l'immense majorité d'entre eux une caractéristique, c'est une décroissance très rapide. Donc le fait de maintenir une réponse à la commande pendant un temps long, là, a priori, c'est un bon élément. Donc on pourrait imaginer que dans la clinique, on pourrait avoir, par exemple, un patient qui pour moi ferait une réponse à la commande maintenue dans le temps,
eh bien, on pourrait avoir, une fois de plus, comme on disait tout à l'heure avec Karine et d'autres, on pourrait développer la sémiologie sur la base des propriétés cognitives de la conscience, d'un traitement conscient versus un traitement non conscient. Et puis, enfin, dernier point que je voulais dire, avec Bertrand récemment, on a vu ça il y a 2 ans chez un patient, et vous avez dû voir, nous, on a eu 3 patients en tout qui étaient réponse à la commande mais sans communication, et qui ont pu, grâce à la TDCS, basculer dans un état de communication fonctionnelle. En tout cas, on a l'impression que ces patients, c'est ceux qui sont le plus proches d'une capacité à pouvoir vraiment rentrer dans une vie de relation plus riche, quoi. François ? Oui, je voulais faire 2 remarques et puis poser une question. La première remarque, c'est pour l'état végétatif. L'état végétatif n'existe pas. Si mes souvenirs sont bons, c'est les Bordelais, Coadon et Edwige Richer, qui ont dit cette chose-là, mais en fait, ils ont dit précisément l'état végétatif post-traumatique n'existe pas. Oui, ils n'ont jamais, j'ai cru qu'ils n'ont jamais dit l'état végétatif en général n'existe pas. Puis ça correspond plus à l'expérience qu'on en a quand on a l'habitude. Deuxième remarque, je me souviens que l'article Princeps de Genet et Plum de 72, Syndrome in Search of a Name, en fait, Genet écrit que tout se passe comme si le cortex ne fonctionnait pas, que la lésion siège sur le cortex lui-même ou ailleurs. Donc simplement une remarque pour dire qu'il avait déjà un peu pressenti les choses, et malheureusement il n'est plus de ce monde pour voir qu'avec la modernisation des technologies, sa présomption était juste. Et la question, enfin, c'est comment vous appelez la classification. C'est la classification des états de conscience altérés, c'est la classification de Nakache. C'est la classification de Nakache. Quel acronyme, quel alors, je ne l'ai pas donné, sigle. non, c'est vrai. Parce que j'y crois, parce que l'objectif c'était un exercice plutôt que de proposer un objet fini. Mais c'est comme on l'a dit, et moi j'étais sensible à ce que disait Karine aussi, c'est une description fondée sur les états. Décrire l'état d'un patient et d'essayer de le faire le plus finement possible. Mais ensuite, sur les 2 autres points, ce que vous disiez, oui, c'est très intéressant parce que effectivement, dans cet article Princeps, le fait de aussi, il y a même le fait que comme si le cortex ne fonctionne pas, ça laisse ouvrir la porte au fait qu'on va peut-être voir des activités corticales chez certains de ces patients, et qui fait que même le nom d'Apalic ou de VS pourrait être rediscuté, c'est vrai. Et enfin, vous avez raison sur l'aspect végétatif. Je rajouterais peut-être l'adjectif chronique, ou bien plutôt permanent. De dire l'état végétatif permanent n'existe pas chez le traumatisé crânien, c'est plus ouvert à la discussion, je pense. Mais par contre, le fait qu'à un moment donné, un patient post-traumatique soit dans un état végétatif pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ça existe. C'est-à-dire qu'en tout cas, aux critères qu'on décrit. Alors ensuite, une fois de plus, vous avez tous beaucoup plus d'expérience du suivi des patients, mais nous, on a malheureusement des patients qui ont un traumatisme crânien très sévère, sans que ce soit une étiologie mixte, sans que ce soit un trauma plus anoxie qui fait qu'en fait l'anoxie l'emporte, mais trauma très sévère, bilatéral, et qui sont dans un état végétatif sur les critères cliniques ou complémentaires depuis jusqu'à présent. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, comme toujours, dans nos éléments de discussion, et c'est pour ça aussi, pour moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les études et les articles qui sont clairs, qui ne sont pas dans une sorte de jargon post-linguistic turn. Vous savez, les blagues un peu, comme les articles de Sokal et Bricmont, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, là, ou vous connaissez Sokal et Bricmont. C'est Sokal et Bricmont, ces 2 physiciens qui en avaient marre des articles de sciences humaines. La posture intellectuelle. Fournis dans un jargon totalement de mauvaise foi. Et donc, ils ont envoyé un article à une des plus grandes revues de sciences humaines, comme ça, un peu postmoderne, et qui était juste du jargon absolu, quoi. Oui. Et ils l'ont publié, etc. Et donc, ils ont dénoncé. Alors, il y a toujours une sorte de posture un peu bizarre, un peu réactionnaire, un peu, presque anti-intellectualiste. Mais moi, je pense que aussi notre métier, il a pour vocation d'exprimer les choses clairement. Voilà. De nommer les choses clairement et de nommer quand on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, de pas... donc c'est pour ça, je ne dis pas qu'on est arrivé à ça, mais que... Donc du coup, pourquoi je disais ça? C'était pour dire que Coadon dise ça, au moins ça a le mérite d'être clair, même si on n'est pas d'accord. Voilà. Mais au moins c'est clair et du coup on peut discuter. Alors avant de laisser la parole à Jacques pour la conclusion, je rebondis sur la remarque de Jean-Jacques Lemaire sur qu'il y a du mal à dichotomiser entre le végétatif qui est bien végétatif, mais le cortex ne fonctionnerait pas, mais qui a toutes les fonctions végétatives, et puis le patient qui a une activité corticale. Moi, je m'interroge.
je trouve qu'on ne s'intéresse pas beaucoup, même presque jamais, à l'insula, qui est quand même la région végétative. Sauf à Lyon. À Lyon, c'est vous côté qui est quand même la région de traitement, finalement, où se terminent toutes les fonctions les végétatives. Pourquoi est-ce que, finalement, il y aurait... Enfin, sauf à Lyon et sauf à Toulouse. Oui. Non, parce que... Pardon. Oui, quel est l'état fonctionnel de l'insula, des états végétatifs ou pas ou, on ne la voit pas beaucoup sur les IRM fonctionnels, l'insula, non hein, on n'en parle pas beaucoup. Or, elle est elle est que végétative, presque. Oui. Pardon. Oui. Oui. Ouais. Oui, mais là, celui-là, on l'enregistre en deep, en électroprofonde, et on se rend compte qu'elle est végétative. Voilà, mais bien sûr, mais aujourd'hui, on voit bien aussi l'import du cortex médial. C'est pour ça que je pense que, on va dire, corticali, au sein du DMN latéral classique, assez standard. Après, quand on rentre un peu plus dans les détails, c'est éminemment plus complexe. Bien sûr, et surtout, quand c'est... il faut aussi avoir des connaissances qui soient applicables au niveau individuel, et qu'avec les lésions de ces patients, les patterns, même de resting state individuels, ils sont souvent un peu... non canonique. Je rebondirai sur l'insula pour dire qu'il y a une branche aussi qui se développe beaucoup et qui, d'après moi, est pleine de promesses. C'est celle qui consiste à étudier les réactions somatiques physiologiques des patients. La pupille, l'activité cardiaque, respiratoire, gastrique, etc. Beaucoup d'équipes commencent à s'y mettre. Nous-mêmes, et chez nous, il y a Jacobo Sitt, qui est un chercheur très brillant, qui développe un programme là-dessus. Nous, on a publié récemment que le local global, donc on a fait des trucs compliqués avec 256 électrodes, mais si vous regardez la pupille des gens, dans l'effet global, il y a une dilatation de la pupille qu'on peut... Alors on a du mal à le voir chez les malades parce que pour des raisons techniques, mais chez les patients, chez les contrôles, c'est net, on le voit à un niveau individuel. Et c'est vieux ça aussi. Daniel Kahneman, le prix Nobel d'économie, mais qui est un psychologue cognitif, il y a des papiers de 70 où il étudiait la prise de conscience, en tout cas l'effort conscient par la dilatation de la pupille. Et maintenant dans la pupillométrie pour Exactement.